Dans le cadre de la révolution de la modernité, ce grand projet phare du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le Congo a besoin de tous ses fils et filles éparpillés partout dans le monde, surtout la diaspora qui a acquis une forte expérience à l'étranger. Je voulais suivre ces images. Juste après, vous aurez l'impression de quelques personnalités de la diaspora qui ont accepté de rentrer au pays afin de prêter main forte à ce grand projet phare du chef de l'État. Je pense que l'image de la RDC, si elle est mal véhiculée à l'extérieur du pays, c'est par le fait même des Congolais eux-mêmes. Je crois qu'il est important que nous puissions savoir que lorsqu'on critique son pays à l'extérieur, on est soi-même critiqué, on se critique soi-même. Il est important que nous puissions savoir taire nos divisions au profit d'une meilleure communication de notre pays. Parce que la RDC, comme vous-même vous le dites, la plupart des gens qui sont arrivés reconnaissent que le progrès réalisé dans ces pays est énorme et que d'une manière générale, ce qu'ils voient ici est contraire à l'image qui est véhiculée par la communication dite extérieure. Je pense, à mon avis, que la meilleure façon de communiquer pour nous, c'est de travailler. Et le gouvernement actuel est en train de travailler. Je ne pense pas qu'il soit utile de faire une propagande. La meilleure propagande, c'est le travail. Mon gouvernement a décidé de se mouiller la chemise, de se mouiller la vareuse pour travailler. Nous allons travailler, nous travaillons sur l'agriculture, nous travaillons sur les mines, nous travaillons sur l'industrie, nous travaillons sur les infrastructures de communication. Je pense, à mon avis, que petit à petit, les gens se rendent compte que la publicité négative qui est faite sur la RDC, elle n'est pas fondée. Parce que tous qui sont arrivés, il y a des étrangers qui ont eu le courage de se confier à nous pour dire, sincèrement, ce qu'on nous dit à l'extérieur est contraire à ce que nous voyons ici. Je suis très content. Vous savez qu'on a toujours eu un père biologique et un père qu'on appelle généralement spirituel. Et la Belgique, c'est notre père spirituel quelque part là. Ayons le courage de le dire. Nous avons un passé. Nous avons été colonisés par la Belgique. Lorsque nous n'avons pas cette bénédiction, souvent les choses ne marchent pas. Moi, je suis chrétien, j'aime être franc. Le fait d'avoir d'abord le vice-premier ministre, ce qui est arrivé, nous savons bien que le premier ministre belge est en même temps candidat, il y a les élections, et lui il est candidat dans sa propre ville. Il est empêché de venir. Il est en difficulté parce que quand on est Premier ministre, on perd des élections, ça ne fait pas sérieux. Alors, il y a une très bonne représentation de la Belgique, ça nous fait plaisir. Et puis, l'organisation politique même de la Belgique, quand vous avez un ministre président qui arrive, parce qu'il faut faire attention avec les régions en Belgique, c'est très important. Je crois qu'il n'y a que la fiscalité qui reste au niveau fédéral. Le reste des compétences, c'est un peu fédéré. Donc, nous sommes très contents qu'au niveau fédéral, le vice-premier ministre des Affaires étrangères soit venu et que maintenant nous venons de recevoir le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est vraiment important pour nous. Plus important également pour moi parce que la ville de Kinshasa est en jumelage avec la ville de Bruxelles. Kinshasa étant une province, nous avons aussi besoin de cette région. Il y a un grand projet qui est pris en charge par cette région. C'est les cadres de la protection civile. Il s'agit des sapeurs-pompiers dont les formateurs vont bientôt arriver pour former localement
d'autres formateurs qui à leur tour vont nous former des experts en matière de protection civile. Bonjour à tous, c'est Bienvenu Kindongo, directeur général de la DGRK. Me voilà de retour au pays après 27 ans d'absence, 27 ans en Europe, 27 ans d'études, de travail. Et aujourd'hui, on rentre au pays pour apporter notre pierre à la reconstruction de ce pays. C'est fabuleux ce qui est en train de se passer. Le projet de la Renaissance, la vision du chef de l'État. Il appartient à tous de venir et d'apporter les connaissances acquises pour pouvoir développer ce pays. Et le pays en a besoin. Mais la grande joie, la satisfaction, comme ça notre diaspora peut avoir confiance et être fier de son pays. L'assainissement de la ville ne se limite pas seulement à balayer. Balayer, amener où? Là, on a montré que c'est une gestion rationnelle, une gestion technique qui a été pensée depuis, et il faut le dire suffisamment, le gouverneur de la ville est revenu là-dessus. Le chef de l'État, dans sa vision, il ne voulait pas de cette gestion qui se traite par à coup. Il a voulu quelque chose qui s'installe dans la durée, et aujourd'hui, nous sommes à cela. Une belle ville, rien à dire, zéro faute, comme qui dirait, par rapport à la francophonie. Et dès le lendemain, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons pouvoir continuer. Et nous allons continuer de plus en plus de manière professionnelle, en faisant intégrer des éléments qui sont intégrés dans d'autres pays ailleurs. Et il fallait des fondamentaux pour ça. Et ces fondamentaux, nous avons pris patiemment le temps de bien les construire. Et nous pouvons assurer les Congolais que Kinshasa et la République répondront au mieux de leurs visions et de leurs ambitions. Oui, vous avez posé 2 ou 3 questions. J'aimerais d'abord vous remercier de cet intérêt que vous portez sur notre pays, le Congo, qui est aussi votre pays. Nous sommes venus ici à Bruxelles à la tête d'une forte délégation de l'Union des conseils des chargeurs africains pour participer à 2 rencontres importantes. La première, c'était avec nos amis des European Shippers Council, c'est-à-dire l'équivalent des chargeurs africains, nos homologues donc l'équivalent de l'Union des conseils des chargeurs en Europe. Nous avons tenu une réunion au siège de l'Union européenne. La réunion s'est très bien déroulée. Et moi, en tant que vice-président de l'Union des conseils des chargeurs africains, qui en septembre va passer à Kinshasa à la tête de cette organisation, donc à la présidence. Et je suis venu en lieu et place de Madame Idrissa, Madame le colonel Idrissa Saïbou, DG du conseil des chargeurs nigérien, qui était empêché. Donc je suis ici en qualité de président ad intérim de notre association panafricaine et nous avons rencontré nos collègues de l'Europe et nous avons discuté des problèmes de bordereaux de suivi des cargaisons. Nous avons discuté encore des problèmes qui se posent dans le monde des transports maritimes tels que les taux de fret et tant d'autres problèmes que nous allons essayer d'approfondir. Cette réunion était très capitale pour nous, pour que nous puissions parler avec les chargeurs européens d'une seule voix. Après cette rencontre, nous sommes venus ici participer au forum de Crans-Montana. Et en tant que président de l'Union des conseils des chargeurs, j'ai dit à intervenir sur la compétitivité des ports africains et j'ai parlé de la RDC, notre pays, qui, vous le savez bien, a des problèmes de communication aussi sur le plan des médias. Parce que quand on parle de la RDC en Europe, on croit que la guerre est déjà à Kinshasa, alors que c'est à peine 5, 2, 3% de notre pays. C'est à l'est qu'il y a des à l'est aussi. Et les ports de la République démocratique du Congo sont à l'ouest. Donc la RDC, c'est un pays semi-enclavé. La partie est, la province orientale qui s'engage la capitale, le Kivu, nord-sud, Kivu, dépendent des ports de Mombasa et de Dar es Salaam. Donc les Katanga, Dar es Salaam, corridor central, le port sud-africain de Durban. Donc, mais la partie ouest dépend des ports de Matadi, particulièrement le plus grand, et de Boma. Il y a bien sûr le petit port de Banana sur la côte atlantique. Oui,
Kinshasa, ça c'est un port fluvial intérieur. Alors nous sommes donc en train de donner la position de la RDC. Et les efforts ont été faits par les autorités portuaires et les autorités nationales sur l'acquisition des engins, essayer de remonter le nombre de quais au port de Matadi, parce que sur les 10 quais, il y a 4 qui étaient en mauvais état. Maintenant, un a été réparé, donc sans augmenter les capacités portuaires. Mais il y a d'autres difficultés, d'autres défis. Il y a aussi les problèmes de procédure. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait les guichets uniques intégral qui sera informatisé de bout en bout pour essayer de raccourcir les délais de dédouanement. Et l'OGEFREM, en tant que conseil de charrière, joue un rôle important. Pour nous, OGEFREM, en tant que conseil du gouvernement de la République démocratique du Congo en matière de transport, nous soutenons la construction du port à eau profonde de Banana. Oui, exactement. On n'a jamais été si proche de l'aboutissement de ce projet. Le ministère des Transports, qui est notre ministère de tutelle, a pris des contacts avec le Sud-Coréen et dernièrement avec les Américains. Tout à l'heure, j'ai rencontré aussi des Belges qui sont intéressés à la construction de ce port en eau profonde. Un impératif important, politiquement parlant et économiquement, parce qu'à grand port correspond une grande nation. Au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, vous savez, est le 3e pays le plus peuplé d'Afrique, le 3e pays le plus grand d'Afrique, après bien sûr la partition du Soudan. Et nous devons donc jouer un rôle important sur le plan des transports maritimes des ports. On ne peut pas être une grande nation si on n'a pas un grand port, parce que la plus grande quantité de marchandises est transportée par voie maritime, ce que ne peuvent pas faire les autres modes de transport tels que l'aérien ou les véhicules. Donc au moins avec les systèmes maritimes, on peut transporter beaucoup. Vous avez l'Allemagne qui a le port d'Hambourg, vous avez la Hollande qui a Rotterdam. Les Marocains viennent d'investir beaucoup d'argent au niveau de Tanger, des milliards modernes, et nous devons, oui, à la construction du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa pour l'intégration africaine du nord au sud, en passant par les centres de notre pays, mais d'abord la construction du port en eau profonde. Les études que j'ai suivies parlent de 2-3 ans, donc à moyen terme, si tous les moyens, je crois autour de 2 milliards de dollars, sont réunis par notre gouvernement. L'actuel ministre des Transports s'y attelle. Il y a beaucoup de forums qui ont été organisés à Kinshasa pour commencer déjà les études de faisabilité pour que nous puissions construire ces ports. En attendant, il y a des solutions palliatives au niveau de l'ONATRA, où moi j'ai œuvré pendant 22 ans. Je ne suis pas porte-parole de l'ONATRA, mais je suis directeur général de l'OGEFREM pour que la solution puisse s'améliorer. J'ai parlé des problèmes de procédure, des désengorgements du port, les problèmes de l'acquisition des engins de manutention et d'élevage donc, et de bétonnage des quais et des zones portuaires. Mais nous, en tant que conseil de chargeurs, nous avons 2 entrepôts à Boma. Nous avons acheté des engins de manutention qui travaillent tant soit peu au niveau de Matadi pour essayer de désengorger. Nous sommes un établissement public créé depuis 32 ans. Nous étions office de gestion de fret maritime. Maintenant, nous sommes devenus office de gestion de fret multimodal. Parce que les statuts créant l'OGEFREM depuis 32 ans avaient déjà prévu que nous puissions nous occuper de la rentabilité de toutes les opérations depuis les fournisseurs jusqu'aux consommateurs. Comme vous le voyez aisément, nous étions M. Jourdain qui faisait la prose sans le savoir. C'est-à-dire que quand une marchandise quitte, par exemple, je vais prendre l'exemple de fromage, qui quitte par exemple la Belgique, ça prend la route jusqu'au port d'Anvers, ça prend encore la mer jusqu'à Matadi. Et de Matadi, ça prend encore peut-être le chemin de fer. Donc vous voyez, une marchandise qui va arriver chez les fournisseurs peut prendre 3 modes de transport, et c'est ce qui nous a donné aisément de devenir office de gestion du fret multimodal, donc tenant compte de plusieurs systèmes de transport. Bon, c'est ça l'objectif même, l'objet même de la création d'un conseil de chargeurs. C'est un syndicat des importateurs et exportateurs. Lors des 6e journées des chargeurs africains à Libreville, dernièrement où j'ai participé, l'une des recommandations c'était de lutter contre le coût de la vie chère, c'est-à-dire pour que la marchandise puisse arriver auprès des consommateurs à coût réduit.
Donc c'est l'un des objectifs d'un conseil de chargeurs comme l'OGEFREM, qui est le syndicat, qui est en même temps les conseillers du gouvernement de la République démocratique du Congo et des autres États africains sur les 17 conseils de chargeurs, qui est le conseil du gouvernement en matière de transport. Nous sommes aussi les représentants des chargeurs, des importateurs, exportateurs congolais en international. Donc tout ce qu'ils payent comme argent, c'est ce qui nous a permis de venir ici à Bruxelles. Demain, nous serons peut-être aux États-Unis ou ailleurs pour porter la voix et défendre les coûts des fret, rendre les systèmes de transport fluides, comme la création des infrastructures d'appui, et participer activement au guichet unique intégral. Et tout ce qui touche au domaine maritime, nous essayons de nous battre pour que les conseils, les chargeurs africains, je répète, les importateurs et exportateurs congolais, puissent être soulagés. On a eu à tenir plusieurs réunions au niveau de Kinshasa pour déterminer les coûts de la chaîne de transport. Qui paye quoi, où, quand, comment, par qui. Depuis l'acquisition, par exemple, des chinchards qu'on appelle au Congo Olympiodi à Walvis Bay, nous nous approvisionnons là-bas, jusque dans l'assiette du Congolais. En passant par toutes ces étapes de transport, nous devons arriver à déterminer les coûts de toutes les opérations pour voir qui sont à la base de la surenchère des prix. Est-ce que ce sont les entreprises publiques, Office congolais de contrôle, l'OGEFREM que je représente, FPI, ONATRA, aujourd'hui SCTP ou les autres? Mais on n'a pas pu les démontrer. Mais il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons des ports intérieurs. Il faut le dragage du bief maritime. Il y a le nombre de quais qui ont diminué. Il y a aussi des problèmes, je voudrais dire, les défis donc. Il y a aussi le fait que ce sont les feeders, les petits navires qui amènent la marchandise à Matadi en les prenant dans les grands ports d'à côté, Pointe-Noire, Luanda, Namibie, Walvis Bay. Donc tous ces écueils à long terme pourront être résorbés, moi je l'estime, à moyen terme avec la construction d'un port moderne sur l'océan Atlantique dans les 30 km qui nous ont été octroyés par la colonisation. Mais en attendant, les ministères des Transports, de l'économie ont été à Matadi pour lutter contre les désengorgements du port, les évacuations d'office, essayer de mettre en place tout un système de mécanismes pour que tout ce qui, d'abord, diminuer le nombre de services au port en se limitant au nombre réellement reconnu par le gouvernement de notre pays. Plusieurs mesures ont été prises. Je crois que ça va donner un très bon résultat à court terme. Mais à moyen terme, il nous faut un grand port moderne sur tous les plans. Et ce port, ça sera à Banana. Et ça pourra permettre l'entrée dans la modernisation d'un État émergent comme le prône notre chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. On pouvait rêver d'une génération où les jeunes prennent les choses en main. À ces jours, c'est le cas de le dire. On ne compte plus le sein de l'IS après une réussite et des solutions pointent à l'horizon. La jeunesse congolaise contribue à la matérialisation de la vision du chef de l'État, car la révolution de la modernité n'est pas un slogan. Mais pour que celle-ci ne le soit plus, Joseph Kabila Kabange mise sur l'apport des jeunes.
chose est vraie. Avec le renouvellement de la classe politique qui s'avère indispensable, un signal fort, mine de rien, un souffle nouveau en vaut la peine. Et dans cette émergence des jeunes, retrouvons le jeune Modero Ntimba Matondo. Et oui, la révolution est en marche, le processus est en cours. En tant que personne, je suis Ntimba Matondo Modero. Je suis directeur général de l'OEBK. L'OEBK qui voudrait dire l'Organisation pour l'équipement du banana à Kinshasa, qui est un service public de l'État sous la tutelle du ministère des Transports et Voies de Communication. Me présenter largement, Modero Ntimba, connu dans le Bas-Congo. Récemment, j'étais ministre provincial de 2010 à 2013. J'étais ministre provincial en charge des affaires foncières, du travail, la prévoyance sociale, presse et nouvelles technologies du gouvernement provincial du Bas-Congo avec les gouverneurs Mati et vice-gouverneur Nkusu. Aussi, ministre intérim durant les 3 années de la jeunesse, sport, culture et art. De 2007 à 2010, j'étais maire de la ville adjoint de Matadi, maire intérim de Matadi, donc chef-lieu du Bas-Congo dans ma territoriale. Avant ça, j'étais chargé d'études et planification, donc conseiller au cabinet du gouverneur, où j'ai pu travailler avec 3. Donc, le gouverneur Tsassa, le gouverneur Mbadou, le gouverneur Mbachi, et voilà, après les élections, j'ai été nommé à la tête de l'OEBK, où je suis à présent. Parlez-nous un peu de l'OEBK. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? L'OEBK, c'est un service public du gouvernement central, bien sûr, qui s'occupe du grand projet de la zone portuaire des bananas. Cela veut dire le projet du port en eau profonde des bananas. Auparavant, l'OEBK faisait partie de ce qu'on appelle la zone franche d'Inga. Cela veut dire une zone où le gouvernement de l'époque pensait à développer avec des infrastructures fortes. Donc cela veut dire une unité de production de l'énergie à Inga et qui a comme un corridor industriel de Matadi jusqu'à Banana avec des usines de production et l'évacuation se ferait sur le grand port du Banana. Non pas seulement ça, l'OEBK a aussi les projets rail, cela veut dire le projet rail Banana Matadi pour connecter les réseaux ferroviaires Matadi-Kinshasa à l'embouchure du fleuve Congo. L'OEBK gère ces projets dont les études se trouveraient ici dans le milieu. Donc voilà ce qui est comme OEBK. Ça du côté projet. Côté exploitation, l'OEBK exploite, cela veut dire le péage sur le pont Maréchal. Et les fruits de ces péages sont affectés au fonctionnement administratif et à la maintenance du pont Maréchal, qui est une des infrastructures qui fait la fierté du pays. Vous savez que c'est l'unique en Afrique centrale. L'OEBK, hors la maintenance, a aussi un grand patrimoine immobilier et foncier que nous gérons au nom de l'État congolais qui nous a donné maintenant. Voilà un peu l'OEBK. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand projet que l'OEBK dirige,
c'est l'actualisation des études sur les ponts, sur le port en eau profonde de Wananda. On a remarqué que vous avez déjà commencé à utiliser la fibre optique depuis 2009. Pourquoi il n'y a pas eu une publicité tout autour de ça? Parce qu'aujourd'hui, la fibre optique, on ne parle que de ça depuis l'atterrage il y a quelques jours. La fibre optique chez nous, c'est dans le cadre des circuits internes. Mais la fibre optique du gouvernement, avec le centre d'atterrage de Mwanda, ne sera pas gérée par l'OEBK, c'est l'OCPT, qui est aujourd'hui la CSTP. Donc, le centre d'atterrage de Mwanda, c'est un centre d'atterrage qui a été inauguré. D'ailleurs, j'aimerais bien les dire, donc c'est l'aéroport international de nouvelles technologies. Donc, tout ce que nous avons de l'extérieur passera par ce centre d'atterrage et connectera le Congo vers l'étranger à une vitesse de la lumière du jour. Donc, c'est quelque chose de grand que les Congolais n'ont pas encore senti, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore vu un changement dans leurs téléphones et ordinateurs. Mais bientôt, lorsque toutes les sociétés vont se connecter dans ces réseaux, et nous serons à la même hauteur que les autres pays développés. En parlant de ces réalisations, ça rentre beaucoup plus dans la vision du chef de l'État congolais, la révolution de la modernité. Vous, en tant que Congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui sont d'ici et d'ailleurs pour qu'ils puissent comprendre? Comprendre, vous savez, au jour d'aujourd'hui, vous parlez de la modernité. Ceux qui ont vécu à Matadi savaient que les ponts maréchal, les péages étaient manuels. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les systèmes informatiques du pont maréchal. C'est un grand œuvre qui nous a été laissé par le maréchal Mobutu, mais ce pont est maintenu au jour d'aujourd'hui grâce à la technicité des Congolais formés au Japon. Ça aussi, j'allais oublier de vous dire. Nous avons des partenariats avec la JICA. Cela veut dire la coopération technique japonaise qui nous apporte sa contribution dans la formation de maintenanciers du pont. Les ingénieurs, de temps en temps, vont au Japon pour être recyclés et pour les jeunes d'être formés pour la maintenance du pont. Vous savez que ces ponts, son ancrage à la même hauteur que les bâtiments sous-Acom de Kinshasa. Donc c'est quelque chose que nous célébrons. Nous avons fêté dernièrement les 30 ans du pont maréchal. C'est les fruits de dur labeur des Congolais. Donc cela veut dire, d'abord c'est les fruits de la coopération nippon-zaïroise de l'époque et maintenue par les Congolais d'aujourd'hui. Et nous disons la dose de la modernité au jour d'aujourd'hui, l'OEBK, le péage de l'OEBK apporte sa contribution aussi pour la réhabilitation de la route Boma-Matadi qui est en mauvais état. Et nous avons aussi un bureau d'études qui est à la disposition du gouvernement via le ministère du Transport. C'est pour cela que l'OEBK mène les études sur demande du gouvernement. Les études de chemin de fer Kisenso-Kimbanzeki. Kinshasa, vous le connaissez bien. À l'est de Kinshasa, vous avez les chemins de fer Kitambo jusqu'à l'aéroport d'Entine, via la Gombe, Massina. Et de l'autre côté, nous disons, nous voulons aussi connecter les chemins de fer qui viennent de Kasangulu, passent par Kisenso et atteindre Kimbanzeki vers Kingasenasuka par chemin de fer. Ça aussi, c'est un projet OEBK. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Le temps pour moi de remercier cette équipe technique de Kinshasa. Charmant Lelo était au montage de ce magazine. Wamushala Kamba l'a réalisé, supervisé par Ibrahim Tsakalanoso, Robert Nzuzi Ngoy. Derrière cette caméra, on retrouve l'expérience de celui qu'on appelle Jean-Jacques Monganga. Je vous dis au revoir.